L'odeur d'air vicié et de bois ancien accueillit Éléonore lorsqu'elle poussa la porte d'entrée grinçante. Des particules de poussière dansaient dans les rayons de soleil qui perçaient pendant les vitres sales du salon, illuminant un paysage de draps tendus et de meubles oubliés. Le silence, épais et enveloppant, était le trait le plus marquant. Ce n'était pas un silence vide, mais un silence chargé d'échos de rires, de conversations murmurées et du tintement mélodieux des tasses à thé de sa grand-mère. Elle laissa tomber sa grande boîte à outils avec un bruit sourd qui résonna bruyamment dans le calme. Éléonore tira un drap du canapé, révélant un tissu floral fané. Une fine couche de crasse recouvrait tout. Elle passa la main sur le manteau de cheminée, en bois soulevant encore plus de poussière. Ce n'était pas seulement une maison, c'était un sarcophage de souvenirs, et elle était là pour la ressusciter. La tâche, étalée devant elle en plâtre écaillé et papier peint qui se décolle, semblait immense, une montagne qu'elle devait escalader avec seulement un marteau et sa pure volonté. Elle traversa le salon, ses pas résonnant sur les planches nues. La salle à manger, tout aussi voilée, offrait un aperçu de la lourde table en chêne où d'innombrables repas de fête avaient été partagés. Éléonore pouvait presque entendre la voix tonitruante de son grand-père, incitant tout le monde à se resservir. Un faible sourire effleura ses lèvres, vite remplacé par une mâchoire déterminée. La sentimentalité était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre pour l'instant. C'était un projet, une application pratique de ses compétences, un nouveau départ. La cuisine était la prochaine frontière. Son sol en linoléum usé, son comptoir ébréché et ses appareils verre avocat étaient bon un témoignage d'une époque révolue. Elle imaginait des armoires blanches élégantes, de l'inox et un grand îlot où elle pourrait cuire du pain au levain les dimanches paresseux. L'image, nette et claire dans son esprit, contrastait vivement avec la réalité qui l'entourait. Elle tira sur une porte d'armoire. Celle-ci gémit en protestation. Le volume de travail s'étendait devant elle, une toile intimidante. Plus tard, alors que le soleil de l'après-midi inclinait de l'or à travers les carreaux sales, projetant de longues ombres sur le sol, Éléonore se retrouva dans l'ancien petit salon de sa grand-mère. Il était plus petit, plus cosy, avec une fenêtre en bau donnant sur le jardin envahi. C'était le sanctuaire de sa grand-mère, où elle lisait et tricotait, une constante tranquille dans l'enfance tumultueuse d'Éléonore. Le faible parfum de lavande, un fantôme du parfum de sa grand-mère, semblait persister. Éléonore s'assit sur le banc de fenêtre, le bois frais sous ses paumes. Elle ferma les yeux, laissant le calme s'installer autour d'elle. Elle se rappelait la main douce de sa grand-mère sur ses cheveux, la façon dont elle fredonnait en soignant ses rosiers. Cette maison n'était pas seulement des murs et un toit, c'était un dépôt d'amour, de résilience et de la force tranquille de la femme qu'il avait appelée foyer pendant tant d'années. Le poids de ses souvenirs pesait, une douce douleur dans sa poitrine. Mais ce n'était pas seulement pour le passé, c'était aussi pour l'avenir, pour créer du neuf à partir de l'ancien, insuffler la vie dans les coins oubliés. Elle prit une profonde inspiration, la poussière chatouillant son nez. Les rêves qu'elle avait pour cet endroit, pour elle-même, semblaient fragiles, mais puissants. La rénovation n'était pas seulement du bois et du plâtre, c'était reconstruire, découvrir ce qui se cachait sous les couches du temps et de la poussière. Elle avait le sentiment que cette maison avait plus d'histoire à raconter qu'elle ne pouvait l'imaginer. Sous le vieux chêne, le soleil de midi cognait, réchauffant les particules de poussière que Éléonore dérangeait. Elle essuya une goutte de sueur de son front avec le dos de son gant, inspectant le champ de bataille devant elle. L'arrière-cour, particulièrement la vaste zone sous l'ancien chêne, était un témoignage de négligence. Des ronces épineuses, épaisses comme un poignet d'homme, serpentaient à travers une masse emmêlée de lierre. Le premier murmure de Lilas Éléonore porta le petit livre humide à l'intérieur, le posant délicatement sur la vieille table de cuisine en pin. Des particules de poussière dansaient dans la lumière de l'après-midi filtrant à travers les carreaux sales, illuminant le subtil éclat de la couverture en cuir usé. Elle alla chercher un chiffon doux et sec et un légèrement humide, puis s'assit, le front plissé de concentration. Avec des mouvements délicats, elle commença à essuyer des décennies de saleté et de crasse accumulées. Le cuir, autrefois sombre, révéla un bordeaux profond et riche sous ses soins, marqué de fines fissures qui parlaient de son âge, pourtant encore étonnamment souple. Un faible parfum presque floral, mêlé à l'odeur terreuse du papier humide, émanait de lui. À mesure que la couverture s'éclaircissait, une inscription fanée devint visible en élégante écriture dorée en boucle. Lilas Aubry. Éléonore traça les lettres du bout du doigt, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Un nom, une histoire. Elle sentait déjà une connexion.
une anticipation tranquille fleurissant dans sa poitrine. Prenant une profonde inspiration, Éléonore ouvrit soigneusement le journal. Les pages, bien que décolorées sur les bords, étaient étonnamment intactes, le papier surprenamment robuste. L'encre était d'un sépia pâle, mais l'écriture était nette, fluide et étonnamment lisible, un témoignage de sa conservation soigneuse. En haut de la première page, une date ressortait 14 juillet 1953. 70 ans plus tôt. Lila Sobry avait vécu dans cette maison, ou peut-être une maison très semblable, à une époque où sa propre mère n'était qu'une enfant. Elle commença à lire, sa voix un murmure doux dans la cuisine silencieuse. Les premières entrées étaient de simples observations, presque enfantines dans leur innocence. Lilas écrivait sur le soleil dans le potager, le goût des fraises fraîchement cueillies, la façon dont le vieux chêne dans la cour se balançait dans la brise. Puis une entrée du 20 juillet attira son regard. L'air était épais aujourd'hui, lourd comme de la laine. Maman disait que c'était juste la chaleur de l'été, mais j'ai senti un grondement au fond de mes os. J'ai dit à papa que la clôture de la rue des Ormes ne tiendrait pas la nuit. Il a juste ri et m'a ébouriffé les cheveux. Éléonore s'arrêta, une sensation étrange picotant sa nuque. La rue des Ormes. Elle connaissait la rue des Ormes. Elle n'était qu'à 2 pâtés de maison. Elle se rappelait une histoire que son grand-père racontait, sur une tempête d'été frac dans les années 50 qui avait ravagé le quartier, abattant des clôtures et déracinant un petit érable. Le détail précis de la clôture de la rue des Ormes, c'était trop familier pour être une coïncidence. Elle continua, un malaise croissant se mêlant à sa curiosité. L'orage est arrivé juste après minuit. Le tonnerre a secoué la maison. Maman disait que je n'étais qu'une petite rêveuse, mais papa est entré ce matin, de la boue sur ses bottes, grognant sur la façon dont la grande tempête avait vraiment brisé la clôture de la rue des Ormes. Un frisson remonta le long de l'échine d'Éléonore. Lila avait su. Pas une devinette, pas une prédiction chanceuse, mais un savoir. L'esprit logique d'Éléonore se rebellait, mais les preuves, griffonnées en encre sépia, étaient indéniables. Elle tourna la page, son cœur battant un peu plus vite. Écho du passé, le journal relié en cuir, un poids familier dans la poigne d'Éléonore, semblait pulser d'une énergie faible, presque imperceptible. Elle sauta les entrées banales, ses doigts s'entraçant l'élégante écriture de Lila Sobry, jusqu'à ce qu'un nom attire son regard. Grand-mère Rose, commençait l'entrée, datée du 14 mars 1988. Éléonore se pencha, un murmure de papier, vieilli et de fleurs sauvages séchées, s'élevant des pages fragiles. Un terrible vacarme de la cuisine aujourd'hui. La tasse à thé bleu chéri de grand-mère Rose, dorée et ornée de minuscules myosotis peints, gisait brisée sur le carrelage. Son visage s'est effondré, non pas à cause du désordre, mais de la blessure brute de la perte. C'était un cadeau de papa, murmurait-elle, un souvenir tangible de leur premier pique-nique au bord du ruisseau. J'ai essayé de la réparer, mais certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être vraiment entières à nouveau. Le souffle d'Éléonore se bloqua. Elle se rappelait l'histoire vivement, racontée par sa mère d'innombrables fois. La tasse n'était pas seulement en porcelaine, c'était une légende, un témoignage d'un amour qui s'étendait sur des générations. Sa mère avait toujours déploré sa faim, décrivant comment grand-mère Rose avait gardé les éclats dans une pochette de velours pendant des années. Ce n'était pas une prédiction généralisée. C'était un détail intime et précis du passé de sa famille, enregistré des années 25 avant la naissance d'Éléonore. Un frisson froid dansa sur ses bras, une sensation loin de la poussière et du froid humide de la vieille maison. Elle tourna une autre page, son regard maintenant en quête, ne lisant plus passivement. Une date sauta aux yeux. 27 octobre 1995. Le cœur d'Éléonore martela un rythme soudain et frénétique contre ses côtes. C'était le jour. L'air est lourd aujourd'hui, comme un orage qui couve, mais pas de pluie. Petit Boule s'est enfui dans les bois encore, poursuivant un écureuil, mais il n'est pas revenu quand on l'a appelé. Éléonore a pleuré jusqu'à ce que ses yeux soient gonflés. J'ai cherché pendant des heures, appelant son nom jusqu'à ce que ma voix soit rauque, mais les bois ont avalé le son. Parfois, les chemins que nous choisissons nous mènent loin de la maison, et parfois, ceux que nous aimons disparaissent sans trace. C'était un bon chien, loyal et plein de joie. J'espère qu'il a trouvé une nouvelle aventure, où qu'il soit allé. Le journal glissa des mains d'Éléonore, atterrissant avec un bruit sourd sur les planches. Boule, son golden retriever d'enfance, son ombre dévouée, sa confidente. Il avait simplement disparu un après-midi d'automne croustillant. Elle avait passé des semaines, puis des mois, à laisser son bol dehors, appelant son nom dans le crépuscule envahissant. La douleur de cette perte n'avait jamais complètement reculé.
une pulsation sourde sous la surface de sa logique adulte. Lila Sobry, une fille qui avait vécu dans cette même maison, avait chroniqué la disparition de Boule, détaillant le chagrin inconsolable d'Éléonore avec une précision troublante. Ce n'était pas une devinette, pas de coïncidence chanceuse. La tasse bleue, Boule, la singularité pure de ces événements, connus seulement de sa famille, envoya un frisson de malaise profond à travers Éléonore. C'était plus qu'un vieux journal étrange. C'était un écho direct du passé, résonnant d'une vérité qu'elle ne pouvait expliquer. Le socle rationnel de son esprit semblait du sable qui se dérobe sous ses pieds. La vérité inquiétante, l'odeur de vieux papier et de particules de poussière dansant dans le soleil de l'après-midi, emplissait l'étude, improvisée d'Éléonore, la table de salle à manger maintenant ensevelie sous une avalanche de pages du journal de Lilas, de vieux albums photos et d'archives numériques du journal local. Son esprit logique, une forteresse bâtie sur des données empiriques et des preuves tangibles, refusait de capituler. Il devait y avoir une explication. Une chronique locale, peut-être, que Lilas avait simplement résumée, une chaîne de ragots communautaires qui fournissait un terrain fertile pour la spéculation. Elle avait passé la majeure partie de la journée à trier des scans de microfiches du Gazette de Salt Creek, croisant dates, noms, même des tournures de phrases subtiles. Rien. Pas un seul article ne détaillait l'effondrement spécifique de la tonnelle de roses primée de Madame Gable en été 78, ni la averse torrentielle inattendue qui avait ruiné le pique-nique annuel de la ville, des événements que Lilas avait décrits avec une précision troublante, des jours avant qu'ils n'arrivent. Éléonore s'était même plongée dans les vieux albums photos de ses parents, cherchant un détail flou en arrière-plan, un indice qui rationaliserait la prescience de Lilas. Le chat du voisin, un roux tigré nommé Marmelade, coincé sur le toit du vieux garage, raconté vividement par Lilas avec une joie presque enfantine à l'arrivée des pompiers, Éléonore se rappelait ce jour. Elle avait 6 ans. Le souvenir était faible, un flou chaleureux de sirènes et de lumières clignotantes, mais il était réel. Lilas en avait écrit 2 jours avant que ça arrive. « C'est juste trop », murmura Éléonore à la pièce vide, repoussant une mèche de cheveux de ses yeux. La spécificité n'était pas seulement prédictive, elle était presque intime. Lilas n'avait pas juste écrit « un chat s'est coincé ». Elle avait écrit sur Marmelade la façon dont il miaulait, l'heure exacte où le camion de pompiers était arrivé, même la marque de thon que le pompier avait utilisée pour le faire descendre. Des détails que seul quelqu'un présent à l'événement ou l'anticipant pouvait connaître. Alors que le crépuscule s'installait, peignant la salle à manger en teintes de lavande et de gris, Éléonore sentait un courant étrange d'obsession la tirer plus profondément dans le monde de Lilas. La rénovation, la peinture qui s'écaille, les tableurs de budget, tout s'effaçait à l'arrière-plan. Chaque soir, après le départ des entrepreneurs et le silence de la maison, elle revenait au journal. Ses doigts, habitués à taper sur un clavier, traçaient maintenant l'encre fanée, les boucles élégantes de l'écriture de Lilas. Elle commença à remarquer des motifs, des changements subtils de ton. Un léger tremblement dans l'encre quand une entrée parlait de quelque chose d'inquiétant, un trait plus audacieux et confiant quand elle décrivait un événement agréable à venir. Le scepticisme initial s'érodait lentement, remplacé par un malaise croissant. Ce n'était pas une collection fantaisiste de rêveries. C'était une chronique d'événements futurs, méticuleusement enregistrée par une fille qui semblait porter le poids d'un savoir inavoué. La vision pragmatique du monde d'Éléonore se fracturait, cédant la place à une nouvelle vérité inquiétante qui défiait la logique et la raison. Lila Sobry n'était pas juste observatrice. Elle était quelque chose de plus, et l'entrée finale, cryptique, planait, un nuage sombre à l'horizon du futur non écrit. Un motif émerge, l'odeur persistante de sueur, un écho tangible de la transformation en cours de la maison, collait encore aux vêtements d'Éléonore. Mais maintenant, le journal sur sa table de chevet offrait un parfum différent, plus évocateur. Le tang doux du papier vieilli, le murmure délicat de fleurs séchées pressées dans ses pages, et quelque chose d'insaisissable, comme des secrets attendant de se déployer. Elle s'était promis un répit du rythme incessant de marteau et de scie, une chance de s'immerger dans le monde de Lilas. Ses doigts glissèrent sur des entrées chroniquant des joies simples et des réflexions calmes jusqu'à une date spécifique de fin d'automne, il y a des années, qui arrêta son regard. L'air sent le chêne brûlé aujourd'hui, pas des âtres mais de quelque chose de perdu. Le vieux moulin, je pense. Une petite flamme, vite éteinte, mais un avertissement quand même. Le souffle d'Éléonore se bloqua. L'incendie du moulin. Un bref article local, un incident mineur, pourtant son souvenir vacillait.
un feu contenu, exactement comme Lilas l'avait décrit. Un frisson remonta le long de son échine. Ce n'était plus juste un nain de jardin cassé. C'était un événement partagé, une ondulation dans le tissu de la communauté, au-delà de l'orbite immédiate de Lilas. Elle ferma le journal, son poids inattendu maintenant imprégné d'un pouvoir inquiétant. Son esprit pratique, habituellement si habile à disséquer les problèmes, cherchait un ancrage logique. Coïncidence? Une devinette troublante? La spécificité pure des détails arguait violemment contre de telles explications simples. Poussée par une curiosité naissante et inquiétante, Éléonore continua. Quelques pages plus tard, une autre entrée, datée du début du printemps, accrocha son attention. La maison du Roitelet, celle près du vieux chêne, a disparu. Pas emportée par le vent, mais tombée, une descente silencieuse de son clou rouillé. J'espère que la petite famille a trouvé un autre foyer. Éléonore se rappelait cette maison d'oiseaux. Son père, un passionné d'ornithologie, l'avait érigée il y a des années. Elle était effectivement tombée, se rappelait-elle, quelque part en mars ou avril. Il l'avait découverte par terre un matin, son toit de bois de travers, et l'avait remplacée par une plus solide. Pas un événement mondial, pourtant un autre petit détail précis, observé et enregistré avant qu'il n'arrive. Une étrange alchimie d'émerveillement et d'appréhension remuait en Éléonore. Elle attrapa un stylo rouge de son tiroir de bureau, un outil habituellement réservé aux marques précises de plans architecturaux. Avec une délibération soigneuse, elle souligna l'entrée sur l'incendie du moulin. Puis la maison d'oiseaux. Elle feuilleta les pages précédentes, localisant le nain de jardin, les tomates inexplicablement mûres, l'averse soudaine qui avait annulé une réunion en extérieur particulière. Un motif n'émergeait pas seulement, il tenait dans l'existence. Lilas n'était pas seulement observatrice, elle était préconitante. La réalisation descendit sur Éléonore comme un lourd manteau de velours, à la fois électrisant et terrifiant. Les détails apparemment banals, les observations sans prétention, brillaient maintenant d'une luminescence prophétique troublante. La main d'Éléonore lissa la couverture en cuir usé du journal. Quels autres secrets ces pages cachètent-elles? Quels autres futurs Lila avait-elle entrevus dans ces confins de parchemin? Sa maison d'enfance, la maison elle-même, semblait soudain un coffre-fort, non seulement de souvenirs chéris, mais du temps lui-même. L'étoile filante l'odeur persistante de sciure, une compagne constante du salon à moitié fini, collait aux vêtements d'Éléonore. Elle balaya un tas d'échantillons de peinture, son regard attiré par le journal en cuir usé familier. Ce soir, il semblait disproportionnellement lourd, imprégné d'une sentience presque palpable. Sautant les entrées récentes, ses doigts trouvèrent une page vieille de presque 3 décennies. 12 août, le ciel a brûlé ce soir. Pas de flamme en colère, mais une poussière chatoyante douce captant la lumière de quelque chose de loin, très loin. Maman dit que ce ne sont que des rochers, mais je sais mieux, ce sont des vœux, tombant des cieux, dispersant leur lumière avant de redevenir silencieux. J'en ai vu un, plus brillant que tous les autres, tomber directement dans le vieux chêne. Ça semblait important, comme si c'était destiné à ce que je le voie. Le souffle d'Éléonore se bloqua. Le 12 août, la date résonnait avec une clarté surprenante. Elle se rappelait cette nuit vivement. 8 ans, campant dans l'arrière-cour avec son père, une occasion rare et chérie. Il avait pointé la pluie de météores des Perséides, une cascade éblouissante contre l'étendue d'encre. Elle pouvait encore sentir le froid de l'herbe sous son sac de couchage, se rappeler l'émerveillement partagé dans la voix étouffée de son père, et puis une traînée vraiment spectaculaire, un flash vert blanc qui semblait exploser directement au-dessus de leur ancien chêne. Elle avait halté, utterly convaincue que c'était une véritable étoile se détachant du firmament, destinée uniquement à elle. La puissance brute du souvenir, la vague d'émerveillement enfantin la submergea. Ce n'était pas une simple coïncidence. Les détails étaient en trop précis. Lilas, une figure souvent perdue dans ses propres pensées solitaires, avait assisté au même événement céleste, vécu la même connexion profonde. Le journal, autrefois un simple antiquité curieuse, pulsait maintenant d'une résonance indéniable. Il transcendait sa forme. C'était la voix de Lilas, un murmure à travers les années, partageant un moment qu'Éléonore elle-même avait chéri. Un frisson remonta l'échine d'Éléonore, non pas du froid, mais d'une réalisation naissante et époustouflante. Lilas avait été sous ce même chêne, peut-être juste au-delà de la ligne de propriété, au moment exact où Éléonore était blottie dans son sac de couchage, regardant la même danse cosmique. Leur vie, séparée par le temps et les circonstances, s'était effleurée de la façon la plus improbable et poétique.
Ce n'était pas seulement un journal chroniquant des occurrences banales, c'était un témoignage d'une sensibilité presque spirituelle, une connexion au monde frôlant l'irréel. Le côté pragmatique d'Éléonore, celui habile à gérer budget et calendrier de rénovation, incitait au rejet. Mais son cœur sentimental, celui qui se rappelait encore l'arc exact de cette étoile filante, refusait. Le journal n'était plus une relique poussiéreuse, c'était un pont, la reliant à un passé qui semblait de plus en plus vivant, vibrant d'un mystère qu'elle commençait à peine à démêler. Et l'entrée finale, omineuse, un temps à un événement à venir, semblait soudain moins une prophétie cryptique et plus un avertissement direct et personnel. La promesse de demain, la page finale du journal de Lilas, presque translucide, semblait absorber la lumière, sa surface à peine touchée par l'encre. Les doigts d'Éléonore tremblaient, effleurant les bords usés en la tournant. La date en haut n'était pas un souvenir, mais une prophétie, demain. Son souffle se bloqua. 27 octobre, murmura-t-elle, les mots dansent sur sa langue. Son regard traça l'élégante écriture de Lilas, maintenant imprégnée d'une gravité surprenante. Quand le premier baiser de l'aube éveille le monde, lisait-on, cherche le vieux chemin de pierre au-delà de la porte arrière. Là, parmi les fissures, où le temps a effacé la certitude, tu découvriras une petite pousse verte, appelant un délice oublié. Elle sera petite, presque invisible, un murmure de vie contre le gris. Pourtant son émergence signale un tournant, une jeunesse tranquille. Souviens-toi des secrets du vent parmi les saules, du cœur steadfast du chêne. Ils comprennent les mystères de la croissance et la promesse qui attend. Éléonore relut le passage, puis encore, son esprit luttant pour réconcilier l'imagerie simple avec les implications profondes de la prescience de Lilas. Une petite pousse verte, joie oubliée. Si précise, pourtant si énigmatique. Quel genre de joie? Celle de qui? Les prédictions de Lilas avaient une précision troublante, de l'orage inattendu qui avait retardé les couvreurs à la récupération improbable d'un médaillon perdu. Ce n'était pas une allégorie, Éléonore le savait. La prose de Lilas, bien que poétique, était toujours désarmant directe. Elle ferma le journal, son bruit sourd résonnant dans le salon silencieux. Le soleil couchant peignait les murs nouvellement rénovés de lumière dorée fugace, étirant les ombres sur le sol. La maison, autrefois un havre de familiarité, pulsait maintenant d'une anticipation presque palpable. Elle marcha jusqu'à la porte arrière, regardant à travers la vitre le chemin négligé vers la porte arrière, une mosaïque de dalles fissurées, étouffée par des mauvaises herbes persistantes. Une petite pousse verte, en effet, serait facilement négligée. Plus tard, se préparant pour le lit, les mots de Lilas étaient un refrain insistant. Elle passa par les rituels habituels, se brosser les dents, enfiler sa tenue de nuit, ses pensées captivées par le don extraordinaire de Lilas. Son moi pragmatique argué pour la coïncidence, pour la mémoire sélective, pour le souhait ardent. Pourtant, les preuves irréfutables des entrées passées se moquaient de son scepticisme. Lilas avait su. Elle avait toujours su. Glissant entre les draps au frais, Éléonore trouva peu de réconfort de son esprit agité. La vieille maison murmurait autour d'elle, non pas avec les soupirs installés d'une demeure ancienne, mais avec la tension subtile d'un endroit retenant son souffle. Demain, une pousse délicate, une joie redécouverte. Le sommeil était une rive distante, la nuit une vaste toile entre le tangible et l'entièrement inconnu. Elle ferma les yeux, visualisant le chemin de pierre usé, attendant la première rougeur de l'aube. La pousse de joie, les premiers rayons de l'aube, timides et incertains, peignaient le ciel en teintes mutes de rose et de perles. Éléonore, cependant, était oblivieux à l'art subtil au-dessus. Elle était déjà hors du lit, son cœur un tambour frénétique contre ses côtes, les mots du journal de Lilas résonnant dans son esprit. Par le vieux chemin de pierre, où le soleil embrasse d'abord la rosée du matin, une pousse de joie. Elle vola pratiquement dans les escaliers, ses pieds touchant à peine les marches. La porte moustiquaire claqua derrière elle, un craquement net dans le matin autrement hushed. L'air était frais et humide, portant l'odeur de terre riche et de vie bourgeonnante. Une fine brume collait encore aux pignons de la vieille maison, lui donnant une qualité éthérée, presque ancienne. Le regard d'Éléonore, cependant, était fixé sur le chemin de pierre sinueux qui menait du porche arrière vers le jardin envahi. Son souffle se bloqua. Là, niché précisément, où un rayon de soleil perçait l'ombre persistante, était une petite lance d'émeraude. Elle poussait défiant à travers une fissure fine dans l'une des dalles couvertes de mousse, une éclaboussure vibrante de vert contre le gris withered. Elle était impossiblement petite. Pourtant, elle irradiait une ténacité indéniable. Éléonore s'agenouilla, oblivieux à l'humidité s'infiltrant dans son bas de pyjama.
Elle tendit un doigt tremblant, hésitant à toucher, comme si trop de pression pourrait la faire disparaître comme un rêve. La pousse faisait à peine un pouce de haut, ses deux feuilles naissantes se déployant avec une grâce délicate. Elle semblait fragile, pourtant sa présence même semblait monumentale. Une envie soudaine et écrasante de comprendre la saisit. Soigneusement, elle attrapa une petite truelle, oubliée près d'un rosier. Elle commença à creuser autour de la pierre, desserrant doucement le sol et les racines tenaces des mauvaises herbes qui avaient des revendiqué le chemin comme le leur. La terre était molle, cédant facilement sous ses soins. À mesure que plus de sol était dégagé, un réseau de racines fines, presque translucides, devint visible, ancrant la pousse fermement dans sa maison improbable. Puis, alors qu'elle écartait soigneusement une poignée de sol humide, elle le vit. Une petite coque de graines séchée, encore accrochée à l'une des racines. Ce n'était pas une mauvaise herbe commune. Sa grand-mère, une jardinière passionnée, avait une obsession particulière pour la flore rare et inhabituelle. Éléonore se rappelait d'innombrables heures passées à feuilleter des catalogues de graines, le doigt de sa grand-mère traçant des floraisons exotiques, sa voix pleine de longing wistful. Une fleur en particulier l'avait toujours captivée, la floraison solara, une plante légendaire dite ne poussant que dans les endroits touchés par la joie pure et la mémoire, ses pétales jaunes vibrants ne s'ouvrant qu'au soleil direct du matin. C'était une fleur si rare, si capricieuse que sa grand-mère n'avait jamais réussi à la cultiver. Un halètement échappa aux lèvres d'Éléonore. La pousque, avec sa forme de feuille distinctive et la torsion délicate de sa tige, était sans équivoque une floraison solara. La prophétie de Lilas, le désir lifelong de sa grand-mère, et l'air même autour d'elle semblaient en converger dans cette unique petite plante. Ce n'était pas juste une pousse, c'était une connexion, un pont vivant entre générations, un témoignage silencieux à une magie qu'elle commençait à peine à comprendre dans les murs de sa propre maison. Le pragmatisme qui avait toujours ancré Éléonore commença à s'effilocher, remplacé par un profond sentiment d'émerveillement. Elle se sentait pour la première fois vraiment attachée à l'histoire de cet endroit, et à la fille tranquille et extraordinaire qui avait autrefois marché sur ces mêmes pierres. Elle s'assit sur ses talons, la truelle oubliée, une larme traçant un chemin à travers la poussière sur sa joue. La pousse de joie. C'était plus qu'elle n'aurait jamais pu imaginer.